franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles et pour une fois sensorielles, l'âge d'or du porno. Exhibition, change pas de main, les tripoteuses, le sexe qui parle, la bout de sexe. En 1975, les affiches de films aux titres plus ou moins allusifs fleurissent dans les rues de France. Le cinéma érotique, porno, blue, rose, X, Arne, selon la terminologie employée, connaît un âge d'or sans précédent et sans suivant. Les salles n'ont jamais été aussi remplies. Les acteurs s'amusent, les réalisateurs aussi, dit-on. Les producteurs, eux, se frottent les mains, ça c'est sûr, et les bien-pensants restent discrets. 7 ans après les appels de mai 68 à une jouissance sans entrave, la libération des mœurs semble bel et bien en cours. Ce dévergondage du cinéma, c'est un homme politique de droite qui l'a encouragé, Valéry Giscard d'Estaing, le plus jeune président de la République jamais élu à l'époque. L'érotisme puis la pornographie sortent de la clandestinité dans une société pourtant marquée par le conservatisme moral des années de Gaulle et Pompidou. Mais après quelques mois d'une liberté quasi sans frein, le vent rose qui souffle sur la France retombe à la fin de l'année 1975, bridé par les contradictions d'une société divisée. Retour donc aujourd'hui sur une année osée, repoussante pour certains, enchantée pour d'autres, entre revendications, transgressions, hédonisme et société de consommation, une immersion nostalgique et licencieuse. Notre invitée aujourd'hui, Ovidie, ancienne actrice et réalisatrice de films X, elle est auteure et journaliste aujourd'hui. Elle a réalisé 2 documentaires sur le monde du porno, À quoi rêvent les jeunes filles, c'était en 2015, et Pornocratie l'an dernier. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui est allé interroger quelques jeunes sur leur sexualité et surtout sur le regard qu'ils portent sur le porno. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jeanne Mayer avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant et Rémi Quincé, à la réalisation David Jakipovietz, pardon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Alors que mai 68 éclate, la France est un pays aux mœurs encore profondément arriérées. Certains slogans d'alors, faites l'amour et recommencez, jouissez ici et maintenant, inventons de nouvelles perversions, sont la marque d'une lassitude qui n'est pas que politique. La jeunesse, et avec elle une partie de la société, veut se libérer de la chape de plomb moraliste qui pèse sur elle et en particulier sur sa sexualité. La liberté, la fête, le plaisir, le jeu, l'épanouissement sont au cœur du mouvement libertaire qui s'exprime alors. Au début des années 70, la libération des mœurs et des corps s'affirme partout où elle peut. Dans le courrier du cœur de magazines comme Hit, Fleur Bleue et Stéphanie, où les adolescentes témoignent très crûment de leurs préoccupations, dans les festivals de musique, dans les parcs, dans la rue, où les jupes se raccourcissent et les soutiens-gorge qui brûlent symboliquement, en une de Libération où 343 femmes signent un manifeste en faveur de l'avortement sur les écrans. Aussi, on se souvient de l'émotion suscitée par la scène du beurre dans le dernier tango à Paris de Bertolucci en 1972. On se souvient des dialogues osés de La maman et la putain de Jean Eustache en 1973, Les corps nus des valseuses de Bertrand Blier l'année suivante. Au cinéma, on montre et on parle de sexe plus hardiment que jamais auparavant. Quant au cinéma érotique, il ne cesse de grossir. Ces films où l'on simule des actes sexuels n'attirent plus seulement des hommes seuls, mais des couples, des jeunes gens, des curieux et des curieuses. Désormais, plus besoin d'aller dans des arrière-salles douteuses ou des bars de Pigalle pour voir des corps s'abandonner. Non, les films sont diffusés au cinéma. Emmanuel de Judd Jekin bat tous les records d'entrée en 1974, 3 millions de spectateurs. Interdit aux moins de 16 ans, il met en scène l'initiation sexuelle d'une jeune femme avec une esthétique publicitaire léchée qui convainc les plus réticents. La bande-annonce du film évoque une scène restée célèbre. Departure to Bangkok, Air France flight 428, immediate boarding gate number 47. Départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37. Emmanuel. C'était un livre, c'est devenu un film. Emmanuel.
Si ce titre n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel et un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. On célèbre alors la libération des mœurs à l'œuvre dans le film et la possibilité d'une remise en cause de l'exclusivité sexuelle, autrement dit un seul partenaire. Certains réalisateurs de films érotiques ont fait mai 68. Pour José Benazeraf, notamment, le cinéma rose devient l'occasion de parler utopie et contestation avec humour, souvent. Ces revendications politiques et sociales sur fond de corps qui s'agitent gênent les censeurs, parfois davantage que les viols pseudo-consentis comme celui de la jeune Thaïlandaise dans Emmanuel. La bonzesse de François Jouffa, l'histoire d'une jeune femme libérée qui cherche la jouissance dans un bordel avant de devenir bonze, est censurée malgré 2 avis positifs provenant des seules femmes de la commission de contrôle. L'une d'elles démissionnera en expliquant son désarroi face aux autres censeurs. Rien qui n'exaspère plus que ces messieurs que cette vérité-là. Une femme peut être libre sans pour autant être une putain. Dans un sondage de l'époque, 75% des spectateurs réguliers sont contre le système de censure en vigueur, symbole d'un conservatisme qu'il s'agit de jeter aux orties. À la veille de la présidentielle de 1974, tous les candidats l'ont compris et appellent, entre autres engagements sociétaux, à la libéralisation du contrôle cinématographique. Valéry Giscard d'Estaing, le candidat des Républicains indépendants et du libéralisme avancé, mène une campagne fondée sur la promesse de moderniser la société française. Abaissement de la majorité à 18 ans, divorce par consentement mutuel, avortement, VGE veut adapter la législation à l'évolution des mœurs et de la société. Le 24 mai 1974, il est élu président de la République contre François Mitterrand. 3 mois après son élection, il décide de mettre fin à la censure cinématographique. Je crois qu'il faut distinguer 2 problèmes. Le problème de la censure et le problème de l'aide. Vous savez que la censure est une opération qui est toujours inefficace et d'ailleurs contestable, parce qu'il faut définir des critères de censure, c'est très difficile. Les critères changent d'une époque à une autre, et il y a des scandales célèbres du passé, la critique de Baudelaire pour les fleurs du mal, le procès à Flaubert pour Madame Bovary. Je ne suis pas partisan de la censure. C'est le secrétaire d'État à la culture, Michel Guy, mécène et esthète, qui est chargé de la mise en œuvre de la libéralisation du cinéma. Dès le début de l'année 75, il bouleverse le système d'attribution des visas du CNC. Pour être diffusé dans les salles françaises, un film doit alors passer devant 2 commissions consultatives qui statuent sur les éventuelles restrictions de diffusion. En dernière instance, c'est au secrétaire d'État à la culture de donner l'autorisation ou pas. En 1975, Michel Guy ne cesse de désavouer les commissions de censure. Il autorise plus de 40 films que les censeurs avaient retoqués. Parmi eux, des histoires érotiques, mais aussi des films plus hard. Car le cinéma rose a évolué. Sous l'influence des États-Unis, un nouveau genre surgit en 1975, le porno. En août, Michel Guy autorise la sortie de Deep Throat, Gorge profonde, de Jerry Damiano contre l'avis de la commission de censure. Le synopsis est simple. Linda, l'héroïne, se découvre une malformation. Son clitoris est placé au fond de sa gorge, l'obligeant à privilégier les rapports buccaux. Les scènes de sexe ne sont pas simulées, les gros plans sont abondants. Les censeurs s'affolent, mais ne peuvent rien faire face à un président de la République et à un secrétaire d'État qui vise apparemment le monopole du sexe. « Je veux être excessif dans le libéralisme », explique carrément Michel Guy. Le nombre de productions érotiques et désormais pornographiques explose. 1975 voit décidément la vie en rose, comme le rapporte ce reportage diffusé sur Antenne 2 en septembre de la même année. Cette année, un film français sur 3 sera érotique ou pornographique. Libéralisation de la censure, évolution des mœurs, mode venu des pays nordiques ou bien disent certains, conséquence de mai 68, le sexe envahit les écrans. Titres et affiches rivalisent d'audace. Aujourd'hui, un film comme Emmanuel, 2e année d'exclusivité, fait presque figure de pièce de musée. 13% de spectateurs l'an dernier, 15 et peut-être plus cette année. Pour les exploitants de salles malmenés par des années de crise,
Le chemin est tout tracé. L'avenir s'est teinté de rose. Au cours de l'année 1975, la liberté sexuelle du cinéma semble absolue, mais surtout officiellement admise. Les films sont diffusés dans les cinémas traditionnels en deuxième partie de soirée. Le Festival de Cannes programme des films érotiques, lui aussi, et même une production porno. Exhibition, le documentaire de Jean-François Davis sur l'actrice Claudine Beccari est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Voilà comment les journalistes de France Inter à l'époque et l'actrice elle-même parlent du film. Un autre personnage maintenant que nous ne pouvons ignorer. Bien sûr que non, puisque c'est Claudine Beccari, c'est une comédienne spécialisée dans les films pornographiques ou érotiques, comme vous voudrez. Mais c'est la comédienne qui dit son nom, pour qui son métier n'a rien de honteux. Et surtout dans son dernier film, Exhibition, qui va sortir mercredi, où elle ne, dit-elle, et puis il paraît que c'est vrai, je ne l'ai pas encore vu, ne simule pas les gestes de l'amour. Elle ne les simule pas d'abord parce que le scénario est le récit de sa vie, et puis elle l'explique, maintenant ces choses-là chez nous sont devenues possibles. Jusqu'à présent, on a fait des films ici en France qui étaient bidons. Non seulement on simulait la plupart du temps les actes d'amour et tout ça, parce que on n'avait pas le droit de le faire pour la censure. Je crois qu'il y a eu une petite libération dans ce sens, ce qui nous permet de montrer des choses qui, je pense, tout à fait normales et qui sont belles. Si les films étaient bidons, c'est qu'on essayait toujours de faire... On avait un scénario bidon dès le départ, qu'est-ce que vous vouliez faire après ? Tandis que là, il n'y a pas vraiment un scénario. On demande à des gens qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est un peu un film vérité, reportage. Si on parle de cinéma porno, la réalité est loin d'être homogène. Les films à petit budget, mal écrits, mal joués, mal montés, au titre racoleur, mais souvent drôles, sont légion, tels que L'arrière-train sifflera 3 fois ou Suzanne ouvre-toi. Parmi ce flot de navets émergent malgré tout quelques œuvres authentiques. D'un côté, des films érotiques, littéraires et esthétisants, comme l'adaptation des 11 000 verges d'Apollinaire par Eric Lippmann. De l'autre, des pornos engagés, porteurs d'un propos, comme les docufictions sociologiques de Jean-François David, ou Le sexe qui parle de Frédéric Lanzac. Inspiré des bijoux indiscrets de Diderot, Le sexe qui parle use de certains arguments psychanalytiques, comme la révolte du corps insatisfait. Dans cet extrait, le sexe de Joël explique à son mari pourquoi il s'est soudain révolté. Ce n'est pas vrai. Pas Joël. Tu cherches à me dégoûter d'elle. Ah, le grand, le bel amour. Ah, mon pauvre Eric, avec ta morale à la con, tes préjugés à la con. Si tu aimes un peu ta femme, disparais de notre vie. C'est le seul service que tu puisses lui rendre. Pourquoi? Pourquoi? Mais pour qu'elle en revive à nouveau. Oh, ce n'est pas ce que je veux dire. Ah, pourquoi je parle? Mais mon pauvre Eric, nous pouvons tous parler. Seulement certains n'en éprouvent pas le besoin. Jusqu'au jour où, comme moi, ils en ont marre. Tu es en train de gâcher notre vie, Eric. Vainqueur du Grand Prix du Festival du film pornographique organisé pour la première fois à Paris en août, le film est un succès critique. On souligne alors la qualité des dialogues, la complexité des personnages et des lumières soignées. En 1975, certains réalisateurs porno viennent du film traditionnel et conjuguent ainsi la pureté de leurs envies de cinéma au goût de l'époque pour la transgression. Si l'on parle aujourd'hui d'un âge d'or du cinéma porno, c'est en raison de la quantité de films tournés, de la qualité cinématographique de certains d'entre eux, mais aussi d'un certain climat de travail dont les professionnels se souviennent avec émotion. Acteurs, réalisateurs et producteurs ont alors le sentiment de braver l'interdit, de participer à la libération de la société. Les acteurs, souvent convertis au porno par le biais des milieux libertins qu'ils côtoient, prennent du plaisir et s'amusent. Beaucoup d'ailleurs parlent de respect, voire de tendresse. L'amour à plusieurs. Sans chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer
un peu à la déraison, l'amour à plusieurs. C'est bon pour le cœur. Sur le canapé, j'étais près de toi, oui mais dans mes bras, ce n'était pas toi. Quand tu t'es penché pour me regarder, juste à cet instant, je t'ai désiré, l'amour à plusieurs. Est-ce bon pour le cœur? En 1975, plus que jamais, le porno plaît. Mais les censeurs du CNC, loin de se féliciter de la qualité de certains films réalisés dans la joie et l'amour du cinéma, s'inquiètent. Car quand il est bien fait, le porno serait encore plus nuisible. Les maires des petites villes, eux aussi, prennent peur. Dans les salles de région, le cinéma traditionnel attire souvent moins que les films érotiques et pornographiques. Des voix, parmi l'opinion publique, la presse et les politiques dénoncent les effets pervers de la pornographie sur les mœurs des Français et les profits immoraux que ce milieu engendre. Les salles n'ont jamais été aussi pleines. Mais au micro de France Inter, les Français l'affirment, ils ne consomment pas de cinéma porno, bien sûr, car ils sont contre. Je dis qu'ils sont ignobles, qu'il vaudrait mieux quelque chose de propre, ça serait bien plus joli. Enfin, écoute, les voix qu'il veut, hein. Je trouve ça moche. Je suis vieux jeu, j'aime les choses artistiques. Je suis contre, monsieur, parce que dans le temps, les hommes, quand ils avaient une fille dans les bras, ils n'avaient pas besoin de toutes ces saloperies-là. Ah, je suis absolument contre. Parce que je suis père de famille, sans plus. Et que lorsque j'étais jeune, je rougissais, mes gosses rougissent de ça. Je trouve ça dégoûtant. Que les gens, à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Et on n'est quand même pas des enfants, mais tout de même. Comprenez, j'ai été infirmière toute ma vie. Vous êtes contre les affiches à l'extérieur, comme ça? Voilà, absolument. Absolument, je trouve ça dégoûtant. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait des cinémas cochons. Ceux qui voulaient y aller, ils y allaient. Mais les jeunes... Mais maintenant, on impose ça. Mais voilà, je trouve ça dégoûtant. Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, est bien ennuyé. Choisi par les Français pour moderniser la société, il craint maintenant de perdre le soutien de l'électorat conservateur, à qui la loi sur l'avortement votée en janvier 1975 a déjà fortement déplu. Dans la moiteur de l'été, les parlementaires cherchent alors comment refroidir les ardeurs des Français. Le 30 octobre, un décret est prononcé. Michel Guy, le secrétaire d'État à la Culture, connu pour son ouverture, s'engage à n'interdire que les films portant gravement atteinte à l'intégrité et à la dignité de la personne humaine, mais, dans les faits, ce décret marque bien le retour de la censure. Le double discours du gouvernement, mi-libéral, mi-répressif, mécontente le monde du cinéma dans son ensemble. La Société des réalisateurs de films, fondée après 68 par des réalisateurs comme Jacques Rivette ou Robert Bresson, s'érige publiquement contre l'arbitraire du décret qui entrave la liberté d'expression. La querelle des anciens et des modernes prend même un nouveau départ. Désormais, le cinéma traditionnel soutient son cousin, le porno. Le 8 novembre 1975, la CGT, le Parti communiste, le Parti socialiste, des élèves de l'IDEC, ancienne Fémis, défilent sur les Champs-Élysées. Sont présents Michel Piccoli, Jean-Pierre Cassel, Patrick Devers et des spécialistes de cinéma X comme Jean-François Davy, Francis Leroy ou Just Jacking. En tête de cortège, une banderole indique « Le cinéma français doit vivre ». Catherine Deneuve explique pourquoi elle soutient le mouvement. Je suis contre les films pornographiques parce que je trouve qu'on y présente les hommes comme les femmes et surtout les femmes comme des objets... d'une façon triste, humiliante, que je trouve que c'est une dérision de l'amour et que donc moi personnellement je suis contre.
Mais comme, de par mon métier et par nature, comme la plupart des gens d'ailleurs, je suis pour les libertés, je ne suis pas pour une mesure, si vous voulez, qui finalement risque d'avoir quand même des conséquences assez graves parce que c'est une atteinte à la liberté. La sortie d'Histoire d'eau, un film érotique signé Just Jacking, le réalisateur d'Emmanuel, va contribuer à grossir les rangs des anti-pornos. Aux conservateurs, à l'église et aux mamans inquiètes s'ajoutent désormais les militantes féministes qui, comme Catherine Deneuve, s'inquiètent de la place de la femme dans le cinéma porno. L'intrigue d'Histoire d'eau alimente les suspicions les plus légitimes d'ailleurs quant à sa misogynie. La jeune héroïne devient l'esclave de Sir Stephen, qui la marque au fer rouge avant de la soumettre à des pratiques sadomasochistes. En cette année 1975, année internationale de la femme déclarée par l'ONU, beaucoup de féministes critiquent la pornographie et ces films qui banalisent la soumission de la femme. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, son Premier ministre, sont donc pris en tenaille entre des arguments d'autant plus inconciliables qu'ils concernent à la fois la morale, l'économie, l'art, la philosophie et la politique. C'est le Parlement qui va mettre un terme au débat sur le porno en tranchant dans le vif, quitte à détruire un genre, une économie, un monde. Le décret du 31 octobre est confirmé par la loi de finances du 30 décembre 1975. C'est désormais officiel. À la fin de cette année-là, après des mois de liberté et d'audace, le cinéma porno est condamné à mourir. Les mesures sont claires, il s'agit de pénaliser financièrement la pornographie afin qu'elle redevienne marginale, tenue à distance, honteuse, minoritaire. La TVA est majorée à 33%. L'État se réserve un prélèvement supplémentaire de 20% sur les bénéfices des films X. Les salles spécialisées perdent leurs subventions. L'État proxénète, comme l'appellent les détracteurs de la loi, doit ainsi gagner des dizaines de millions de francs. Un débat qui débouche parfois à l'Assemblée sur des scènes qu'un bon cinéaste, porno ou pas, aurait du mal à inventer. L'argent n'a pas d'odeur, c'est vrai, mais tout de même, Marianne en train de profiter des gros sous provenant des manuels ou d'Histoire d'eau, c'est une image qui ne plaît pas à tout le monde. Sur les bancs de l'opposition, on a vu le député socialiste Josselin s'énerver. L'État va donc s'enrichir des vices de la population. Réponse de l'autre côté de l'hémicycle, André Vivien, député UDR du Val-de-Marne, prend la parole et c'est l'éclat de rire de la soirée à cause d'un lapsus assez étonnant. Écoutez plutôt Monsieur Vivien. Dire que le gouvernement et nous-mêmes, nous sommes les pourvoyeurs de la pornographie, là encore, lors du prochain débat, nous ne pourrons pas sérieusement. Mais Monsieur Marette, puis-je vous poser une question? Cette photo est-elle perverse? Je signale qu'elle est tirée du film Histoire d'eau, une dame est battue, une dame est fouettée, elle embrasse une autre dame, etc., etc. Bon, ceci c'est de la perversité. Ceci c'est de la perversité. Et ceci est paru dans l'Express qui bénéficie de l'article 39 bis de l'aide de l'État tarifaire. Alors faites très attention et durcissez votre texte. Au sein du Centre national du cinéma chargé de la classification des œuvres, une nouvelle catégorie de films est mise en place, les productions pornographiques et d'incitation à la violence ou le classement X. Un nouveau débat s'ouvre alors. Quels sont les critères qui permettent de distinguer un porno d'un non-porno? La loi de décembre 1975 ne le prévoyant nulle part, c'est donc aux membres de la commission du CNC de définir eux-mêmes le concept. Peuvent être ainsi considérés comme pornographiques des films dits hardcore, avec scènes de sexe véridiques et gros plans, mais aussi des films érotiques où les acteurs simulent. C'est le cas d'Emmanuel 2, la suite du film de Just Jacking. Bien que la commission du CNC le taxe d'immoralisme tranquille, le film gentiment érotique est classé X, car il s'agit de protéger le spectateur et de ne pas le mettre face à ses propres désirs, jusque-là inavoués. Bref, ne pas inciter au bonheur. Par ailleurs, les censeurs regardent à quoi le réalisateur destine son film. Si les scènes de sexe ne servent que de support masturbatoire, alors le film est un porno. Le volte-face moral de la France de Valéry Giscard d'Estaing est saisissant, tant il est rapide et sans retour.
Le cas du cinéaste intello-italien Pasolini, qui sort Salo ou les 120 journées de Sodome en 1976, permet de comprendre que le classement des films ne repose plus seulement sur ce qui est montré, mais aussi sur le statut du réalisateur, l'intégration du film dans une œuvre, elle-même connue et reconnue par le monde du cinéma et des critiques. Malgré une représentation extrêmement violente de la sexualité, Salo n'est pas classé X. Il peut ainsi sortir dans les cinémas traditionnels sans souffrir de la censure financière dont les films pornographiques font les frais. Mais le secrétaire d'État à la culture, Michel Guy, ancien désinvolte converti aux bonnes mœurs, impose des mesures restrictives. Pas de publicité explicite et une diffusion dans une seule salle à Paris, la Pagode. L'âge d'or du porno touche donc à sa fin. Fin 1975, l'essayeuse de John Thomas est interdit au moins de 18 ans. Le pseudonyme cache en fait un réalisateur traditionnel, Serge Corbert, qui a représenté la France au Festival de Cannes en 1962, avec un film non porno, bien sûr. Suite à la loi Giscard, l'année suivante, l'essayeuse est classée X. Mais des associations catholiques et familiales, parmi lesquelles les Vieux de Montreuil et l'association des Sourds-Muets, décident de faire du film le fer de lance de la lutte contre la pornographie. À l'issue du procès qu'ils intentent au réalisateur, le film est condamné à être détruit. Une décision que la justice n'avait pas prise depuis l'occupation. Jean-François Théry, vice-président de la commission du CNC qui avait excisé le film, explique ce qu'il pense de la décision de la Cour de justice. Que pensez-vous de cette décision de détruire le film et non simplement de l'interdire? C'est l'application de l'article 290 du Code pénal qui dit que, en plus des peines de prison ou d'amende, etc., qui sont encourues, eh bien, le juge fera détruire l'objet par lequel le délit a été commis. Il fera saisir et détruire. C'est un petit Roland de souffre, ça, vous ne trouvez pas? Ah oui, mais... Non, je dois dire, il y a d'ailleurs... en ce qui concerne les œuvres d'art, alors il y a une autre disposition. On peut les mettre dans les collections de l'État au lieu de les détruire. Donc ça n'est pas dirigé, si vous voulez, contre les œuvres d'art, mais c'est... Ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle... oui, il ne faut pas oublier que le Code pénal est quand même un texte relativement ancien et qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui y restent encore. Dans les mois qui suivent la loi du 30 décembre 1975, le cinéma porno est en berne. Le nombre de films produits n'a pas flanché, mais la fréquentation des salles est en baisse et la qualité des films avec. Par ailleurs, c'est le cinéma dans son ensemble qui souffre. Alors que l'année 1975 avait connu une hausse des ventes de billets, elle atteigne un niveau historiquement bas en 1977 avec 170 millions de spectateurs. Face à la censure économique et arbitraire que la loi de 1975 instaure, de fait, une soixantaine de sociétés de production déposent le bilan. Par peur de se retrouver classé X et relégué à de rares salles spécialisées, les projets ambitieux se raréfient. Après 1976, le classement X n'est plus craint mais recherché par les producteurs de films porno, car il devient un argument publicitaire qu'on met en avant sur les affiches. Les pratiques qui seront celles des années à venir commencent à se dessiner. Certains réalisateurs tournent d'un même jet plusieurs films avec les mêmes acteurs et les mêmes décors. Les scènes deviennent interchangeables et la dimension cinématographique de ces films s'étiole jusqu'à disparaître dans les limbes de la société de consommation. Le cinéma X, qu'on dit guidé par le profit, est finalement mis à distance par le monde du cinéma lui-même. Pathé et Gaumont, qui diffusent des films érotiques et pornographiques pendant toute l'année 75, finissent par s'engager officiellement à mettre fin à ces projections. Les amateurs de porno sont progressivement relégués à des salles dédiées au sexe, dans des quartiers dédiés au sexe, perversion, voyeurisme. Désormais, le jugement moral porté sur eux relève quasiment du diagnostic psychomédical. L'institution de salles spécialisées crée effectivement une rupture avec l'ancien mode de consommation, car en voulant limiter les néfastes et éventuelles conséquences de la pornographie, la loi de 1975 a participé à créer des lieux en marge et des pratiques dissimulées. Certaines salles deviennent des endroits de sociabilité, voire de rencontres, où la masturbation se fait collective, parfois, et publique. Les professionnels du porno parlent alors de ghettoisation pour dénoncer leur assignation à un circuit de diffusion spécifique et la stigmatisation de ses membres.
Parce que le ghetto porno est tenu à l'écart de la société, des pratiques illégales s'y développent, dans l'obscurité. Pour contourner la loi X et les mesures fiscales qui l'accompagnent, certains producteurs proposent à la censure des versions soft de leurs films avant de réintégrer les scènes porno lors de la diffusion, en prenant soin que la pellicule projetée fasse la même longueur que la pellicule autorisée. Ils évitent ainsi les taxes jugées injustes et les films porno continuent d'être diffusés dans des salles non spécialisées. Les commissions de contrôle du CNC et l'État le savent, mais ferment les yeux. La pratique de la double version immobilise le genre dans un circuit parallèle et nébuleux duquel les professionnels du porno ne peuvent sortir, contraints qu'ils sont à l'illégalité. L'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture en 1981 va mettre fin à ces usages clandestins. La police visionne les films en salle, saisit les copies, arrête les producteurs hors la loi. Le nombre de classements X s'envole avant de baisser dans les années 1990. Entre 1996 et 2009, aucun film n'est classé X, tandis que les salles spécialisées disparaissent. Désormais, le porno se tourne en vidéo avant d'être vendu dans les sex shops en VHS. Les films en cassette n'ont pas besoin de visa d'exploitation ni de classement de la part du CNC, comme l'explique le ministre de la Culture, Jack Lang. Est-ce que l'audiovisuel ne va pas un petit peu débalancer le système de contrôle des films ou pornographiques ou violents Parce que là, il n'y a absolument aucun moyen de contrôle, il n'y a pas de commission de censure, il y a peut-être éventuellement même des films clandestins? Oui, c'est un vrai problème qui est posé là. Vous pouvez dire que l'apparition des nouveaux médias, les cassettes, demain les vidéodisques, la télévision dès maintenant, ces supports ne sont soumis à aucun contrôle. C'est vrai, il y a un vrai problème sur lequel nous réfléchissons en ce moment. Mais ne voyez pas en nous là des censeurs préoccupés de vouloir tout contrôler. Simplement, bon, il y a un minimum de règles. En entrant dans les salons des Français, le porno sort définitivement du circuit du cinéma et de l'espace public. Ce qui ne clôt pas les débats sur le sujet, loin s'en faut, d'autant qu'un nouvel outil va bientôt venir complexifier la situation, Internet. Pour le cinéma porno, 1975 aura été un âge d'or et un coup près, une ultime frénésie, puis une triste débandade, le début de la fin. Valéry Giscard d'Estaing et ses hommes canailles dans les premiers mois du mandat présidentiel cèdent sous les coups rigides d'une partie de l'électorat de droite, rétive à tout changement, immobilisé par son conservatisme. En renforçant les conditions d'existence de films de mauvaise qualité et en reléguant le porno dans un ghetto économique et moral, la loi X de 1975 a rendu effective la propagation de la pornographie, à tendre vers le mercantilisme, la consommation de masse et la gratuité. Elle a tué les espoirs d'élévation que le cinéma porno a porté en lui au cours de cette année si ardente, 1975. Non, la pornographie ne sera pas art, œuvre, création et cinéma. Car elle sera industrie. Des VHS à Canal+, des Minitel Rose à Internet, c'est toute une économie qui se construit dans les décennies qui suivent l'année 1975. À mesure que le business du X poursuit son expansion, les valeurs qui étaient celles de cet âge d'or, esthétique, éthique, humaine, politique parfois, chancellent et mollissent, progressivement écrasées par la consommation du sexe sur écran, d'ordinateur cette fois.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, 1975, l'âge d'or du porno. Notre invité Ovidie, bonjour. Bonjour. Ancienne actrice et réalisatrice de films X, vous êtes auteur et journaliste maintenant. Vous avez réalisé 2 documentaires sur le monde du porno. Il y a eu À quoi rêvent les jeunes filles, il y a 2 ans, et Pornocratie l'an dernier. Alors, oui, techniquement, je viens de terminer mon 4e. À quoi rêvent les jeunes filles ne portait pas sur la pornographie, à vrai dire. Ça portait sur le rapport au corps chez les natifs numériques. Et la pornographie était abordée en partie, mais voilà, c'est une toute petite rectification. Si je puis me permettre. Vous avez raison, permettez-vous. Là, vous tournez le 4e film ou Je viens de terminer un film pour Arte sur le modèle suédois, donc encore un tout autre sujet. Bien. Alors, ça n'est pas le propos de l'émission, mais ce qui vient n'est pas forcément le propos de l'émission, mais je vous pose quand même 1 ou 2 questions sur ce point. Vous étiez actrice porno, puis vous avez été réalisatrice. Comment vous l'avez vécu cette expérience maintenant quand vous y repensez aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de cette expérience? Un marquage au fer rouge, principalement, déjà. Ça, c'est ce qui reste en tout premier. C'est un gros tatouage social et une bonne grosse stigmatisation ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'il en reste? Je dirais quelques souvenirs, une forme de fierté aussi, parce que je l'ai fait dans une certaine démarche et ça avait encore à l'époque une dimension un petit peu offensive ou subversive au moment où j'ai pu le faire. Et puis pas spécialement de regrets, parce que ça correspond à un passage de ma vie. Et si j'avais pas fait ça, peut-être qu'on m'aurait pas aussi facilement ouvert les portes de la réalisation. Et si j'avais pas réalisé des films porno pendant autant d'années, j'aurais pas été peut-être en capacité aussi de réaliser des documentaires derrière. Donc voilà, ça correspond à un passage de ma vie, ça correspond à ma construction individuelle. Donc je dirais quelques séquelles d'un point de vue social, pas de séquelles physiques ni psychologiques, mais quelques séquelles au niveau de la façon que les gens ont de me percevoir, mais au final, ça fait partie de mon histoire. Voilà. Bien sûr. Et c'est quoi cette démarche qui était la vôtre et qui était subversive, dites-vous? À l'époque, dans ma très grande naïveté, parce que j'ai commencé à réaliser des films pornographiques, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même très très jeune. Ah oui. J'étais à l'époque militante féministe. On parlait très peu de porno féministe à l'époque. Il y avait déjà eu une première vague aux États-Unis au début des années 80. Moi, j'ai réalisé mon premier film, donc on est à la fin des années 90, début des années 2000. Il y a tout à faire à ce moment-là et il y a plein d'espoir. Je dis pas que ce que j'ai fait au début était bien, parce qu'il fallait vraiment tout inventer. Et je dirais même que mes premiers films étaient franchement pas terribles. C'était un peu des nanars. Mais il y avait cette volonté de créer des choses nouvelles. Et voilà, et ça a finalement donné lieu à... d'autres personnes ont repris le flambeau derrière. On assiste aujourd'hui à une 3e vague du porno féministe. Il y a des nouvelles réalisatrices partout, en Australie, aux États-Unis, et un peu partout en Europe. Et il se passe des choses assez positives, quoi. Des réalisatrices queer, des réalisatrices qui ont envie de casser les stéréotypes. Donc il se passe des choses positives, alors que parallèlement à ça, on assiste à des choses beaucoup plus négatives au niveau de l'industrie du porno en elle-même, qui là, sont un petit peu plus néfastes, on va dire. Parlons-en de l'industrie du porno. Alors évidemment, on le voit avec le recul, finalement, Internet, c'était un véhicule assez idéal pour ce genre de production qui avait du mal à être dans le circuit qui était ghettoisé. Voilà, c'est l'ouverture pour tout le monde, n'importe quand, à n'importe quel moment, et ça crée une industrie, j'imagine, des profits énormes sur certaines plateformes, notamment, qui montrent des extraits de films à plein, voire des films entiers. L'industrie, elle est monopolisée par un ou 2 groupes. Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 95% de la consommation des films pornographiques passe par ce qu'on appelle les tubes, c'est-à-dire des sites qui sont construits sur le même modèle que YouTube et qui diffusent du porno en streaming 24 heures sur 24, sans aucune restriction d'âge. C'est-à-dire, il n'y a même plus de disclaimer, on ne demande même plus de cliquer sur un bouton pour dire oui, j'ai bien plus de 18 ans. Maintenant, ça n'existe plus, c'est très frontal. Et ces plateformes hébergent des millions de vidéos. Et en fait, ces plateformes génèrent plusieurs centaines de milliards de connexions par an dans le monde entier. Et en fait, on se rend compte que 95% de cette consommation est en fait concentrée sur
4, 5 sites, grand maximum, des sites comme YouPorn, des sites que tout le monde connaît, Pornhub, etc. Et on se rend compte que beaucoup d'entre eux en fait appartiennent à une seule et même multinationale, ce qui est intéressant, et qui n'est pas une multinationale qui produit spécialement, qui a quand même un ou deux, quelques studios, mais dont le cœur de business n'est pas de produire. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes qui tiennent les rênes de l'industrie du X, ce ne sont plus les producteurs comme avant, ce ne sont plus des gens qui baignent finalement dans l'industrie du porno, ce sont des gens, mais je dirais comme dans l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire ce sont des grosses plateformes informatiques qui sont spécialisées en génération de trafic Internet, qui sont spécialisées aussi en montage financier, en optimisation fiscale, puisque ce sont des plateformes qui sont hébergées dans les paradis fiscaux, à Chypre, au Luxembourg, etc. Et ce ne sont pas des gens finalement qui mettent les mains dans le cambouis, quoi. Ce sont pas des gens qui viennent sur les plateaux, qui sont confrontés à la main d'œuvre entre guillemets. Ce sont des gens qui sont complètement détachés des travailleurs en bout de chaîne. Et cette main d'œuvre, comment elle est traitée aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on sait de cela ? En fait, ça dépend évidemment, ça dépend des productions, ça dépend dans quel pays on se trouve, ça dépend. Évidemment que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, je suppose, à l'heure actuelle pour une actrice française que pour une actrice qui travaille à Budapest. On leur demande pas forcément la même chose. Ce qu'on voit dans le porno mainstream, c'est-à-dire le porno majoritaire, c'est effectivement une escalade de la violence. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il y a un certain nombre de pratiques qui avant étaient je dirais marginales, en tout cas qui faisaient partie de la production dite BDSM, qui aujourd'hui font partie de la production tout venant. Il y a des choses, des pratiques de domination qui sont devenues classiques. La gifle est devenue... Moi, c'est un truc qui me frappe, parce que la gifle, c'est quand même pas neutre, c'est quand même le visage, c'est quand même l'altérité, il y a quand même un truc. La gifle, c'est quelque chose qui est devenu banal dans les scènes porno hétéro classiques. Ça me perturbe. Finalement, ça me perturbe plus encore que le reste des pratiques qui se sont intensifiées. Là, je me dis, tiens, c'est marrant, à partir du moment où on a banalisé la gifle, on a franchi un cap. Oui, je vous présente Adèle Verzeau, qui est notre reporter et qui a passé une journée avec 9 jeunes qui ont entre 15 et 21 ans, c'est ça, Adèle, avec qui vous avez parlé de l'influence du porno sur leur sexualité. Voilà, il y avait Camille, Erwin, Firat, Elisa, Quentin, Pauline, Pablo, Linissa et Nathan. Alors tous ont déjà fait l'amour, ils ont eu leur premier rapport sexuel entre 12 et 15 ans. Ils ont tous déjà regardé des films porno et depuis il y a un bon moment déjà. C'est-à-dire avant leurs 15 ans ? Oui, ou autour de leurs 15 ans. Parce qu'un sondage, pardon de vous couper, de l'IFOP paru le 20 mars dernier indique que la moitié des adolescents de 15 à 17 ans a déjà surfé effectivement sur un site porno. Et voilà, et nos jeunes en font partie. Alors, quelque chose aussi qui m'a surprise au cours de ce reportage, c'est que sur les 4 jeunes femmes qui étaient présentes et qui ont été choisies un peu au hasard, il n'y a pas de choix d'aller dans ce sens-là spécialement de ma part, 3 sur ces 4 personnes m'ont dit qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles. Ouais, elles ont une parole très libérée, par exemple Elisa, qui raconte son premier porno. Je crois que j'ai regardé un de mes premiers pornos vers 13 ans, je crois, avec une amie. C'était avec des gouines dedans et c'était plutôt sympa. Mais c'était un peu horrible, mais c'était sympa. Enfin, pour l'image de la femme, j'ai trouvé que c'était pas très cool. Tu es hétéro, bi, lesbienne ? Moi, je me situe nulle part. Je vois quelqu'un qui me plaît, j'ai un feeling, quelque chose qui se passe, et après, à partir de ce moment-là, j'y vais pas, ça c'est moi qui veux. Et c'est vous vous êtes dit toutes les deux, tiens, on va regarder En fait, on savait pas trop comment s'y prendre toutes les deux, parce que du coup, on était plutôt partis pour pas forcément coucher ensemble, mais juste on se posait la question, où est-ce qu'on met nos doigts, où est-ce qu'on touche, où est-ce qu'on embrasse, comment ça marche, quelles sont les zones un peu érogènes, tout ça. Et on n'a pas trop compris, parce qu'il y avait des trucs de partout, il y en avait trop en fait pour un premier rapport sexuel, donc du coup, voilà. Genre juste on a regardé ça comme un documentaire en fait, du coup c'était très limite religieux comme... Et en fait on s'est dit on va juste pas essayer ça en fait, et on n'a pas essayé ça et c'était très cool quand même, on s'est juste embrassé, c'était chouette. Moi je pense que le porno c'est vraiment une histoire de fantasme, ça permet aussi de dédramatiser des choses inavouées. C'est pas un écran, c'est pas nous qui le vivons, ça permet aussi pour beaucoup de gens de franchir un peu le cap. Et ça veut pas forcément dire que vous reproduisez dans votre sexualité ce que vous voyez en fait dans les pornos. Ah
Non, absolument pas, non. Absolument pas. Non, pas du tout. Même. Je sais pas, je me sentirais mal en fait. C'est dégradant à pas mal d'égards, c'est irréaliste. Pour moi, personnellement, les films porno, c'est des gros clichés sur les rapports sexuels, alors qu'en vrai, on sait tous, enfin, je pense que tous dans la salle, on est tous au courant et conscients qu'un rapport sexuel, ça passe pas comme un film porno. Et... Ça a l'air bête comme ça, mais quand on parle de porno, je crois que la barrière fiction-réalité, elle tombe très vite en fait, et beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est la même chose, alors que justement... Moi, je suis pas forcément d'accord. En fait, faut pas confondre. Moi, je vais prendre l'exemple d'un pote à moi qui, au niveau de sa sexualité, enfin, je vois bien qu'elle est hyper influencée par le porno parce qu'à mon avis, il a eu que ça dans sa vie ou que ça qui l'a excité. Mais la barrière entre fiction et réalité, à chaque fois que j'ai eu des conversations vis-à-vis de la sexualité, elle était pas tombée, quoi. C'était. Non, clairement pas. Est-ce que vous sentez une influence du porno sur votre sexualité dans les rapports de domination homme-femme? Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont plutôt plus soumises? C'est vrai, c'est quelque chose qui impacte énormément la sexualité de tout le monde parce qu'en effet, enfin, par exemple, moi j'ai une expérience en tête d'un truc qui était juste pas cool en fait. Et c'était encore un plan de soirée. On s'isole, on va coucher ensemble et en fait c'était pas bien. C'est-à-dire que là du coup j'avais l'impression de coucher avec un film porno en fait. C'était hyper chiant. Enfin... Moi, je pense que cet aspect de domination dans les rapports, il vient pas du porno, il vient plutôt de la société. Oui, dans une société hyper sexualisée. Par exemple, les filles, est-ce que vous êtes épilées au niveau du maillot? Parce que dans les films porno, il faut être épilé intégral. Moi, personnellement, je m'épile le maillot intégralement, mais des fois que j'ai pas envie, j'ai la flemme, je laisse. Je lui dis, ça te dérange pas? Non, voilà. C'est vraiment la fonction de l'homme, en fait, sur le coup, qui choisit. Avant de commencer? Je lui demande pas, je lui dis, je te préviens, je suis pas épilée. À prendre ou à laisser. Genre, moi je sais qu'il y a des femmes qui se sentent aujourd'hui obligées de s'épiler et moi je trouve ça horrible parce que moi j'ai pas envie et je le fais pas et puis je préviens pas forcément, il est devant le fait accompli et puis si ça lui plaît vraiment pas, moi je sais qu'il y a quelqu'un dans mon entourage, mon ex, qui c'était obligatoirement tout épilé et puis au bout d'un moment il a fini avec moi et puis il a dit bon bah merde tant pis hein, je suis avec toi et puis je t'aime comme t'es et puis voilà, mais c'est vrai qu'on rentre vraiment dans des clichés, mais même pour les mecs, parce qu'on parle des meufs depuis tout à l'heure, mais le nombre de mecs qui trouvent que leur taille de leur bite est trop petite, mais en fait non, faut arrêter avec ça et c'est chiant quoi, et donc du coup... Est-ce que vous avez les hommes besoin d'avoir du rendement? Enfin, en fait, c'est pas l'éjaculation qui détermine le début et la fin d'un acte. C'est vrai que quand je vois qu'il commence à arriver assez vite, j'essaie de penser à autre chose, de compter dans ma tête ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça. Parce que non, franchement, ça aide. Ça m'a déjà sauvé pas mal de fois. C'est horrible. Toi, Nathan, une fois que t'as éjaculé, c'est fini ou... Il y a un peu ce truc d'avoir ton cœur qui fait genre ah, et tu sais, une sorte de grosse mais énorme contraction et... Enfin, tu te détends, mais après, ça veut pas dire que t'es genre, ah, ok, c'est fini, bon, bah écoute, bonne nuit, salut, à la prochaine. Enfin, c'est un peu nul, quoi. La seule chose qui est intéressant quand tu fais l'amour, c'est ce que ton corps fait. C'est ce qu'on a essayé de m'expliquer, c'est ce que mon père m'a dit, c'est quand tu fais l'amour, enfin, ton corps sait ce que t'as à faire et on n'a pas besoin de se noyer d'images qui nous expliquent. Enfin, c'est pas un mode d'emploi, le porno. D'être baigné dans plein de clichés, dans plein de normes, c'est-à-dire que ce soit sur l'épilation, on en vient à parfois oublier que en fait, dans un rapport sexuel, le but c'est aussi de ressentir du plaisir et de faire ressentir du plaisir à son ou sa partenaire, et on en oublie ça en fait, et quand on le redécouvre, c'est vraiment une libération en fait. Il n'y a pas que la pénétration, on peut s'éclater en faisant plein d'autres trucs. Il faut juste faire preuve d'imagination. Et ça d'ailleurs, le porno par contre peut aider là-dedans, parce que même si ça reste une fiction, on s'inspire de la fiction pour notre réalité, mais du coup, on peut aussi chercher dans le porno ce qu'il y a de meilleur dans le porno, c'est-à-dire le fantasme, l'imagination, tant que les personnes sont consentantes, toujours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ovidie, mais il y a un thème qui revient assez souvent, qui est celui de la performance. Le cinéma porno a probablement créé certaines névroses
chez les jeunes garçons, par rapport à la taille du sexe, par rapport à la performance d'actes sexuels qui durent des heures, alors qu'il y a du montage. Est-ce que le porno a eu cette fonction-là de créer des névroses chez les jeunes? Je ne sais pas si on peut parler en termes de névrose. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un déplacement de la norme. C'est-à-dire, il y avait un certain nombre de pratiques qui avant étaient interdites, qui étaient tabous, et qui progressivement sont devenues pratiquement obligatoires. Je pense par exemple à la question de la fellation. La fellation, c'était quand même quelque chose de relativement tabou quand on était au début de sa vie sexuelle. Là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est finalement qu'on se calque un petit peu sur le modèle américain. C'est qu'aujourd'hui, l'âge de la perte de la virginité, c'est toujours 17 ans et demi en France. Ça ne bouge pas. Mais avant, on fait plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas vrai il y a encore 15-20 ans. C'est vraiment quelque chose qui a évolué avec le temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une jeune fille qui dit « moi, je suce pas », je pense qu'elle passe pour quelqu'un de prude ou de coincé. Donc, il y a toute une série de pratiques comme ça qui sont devenues, qui tendent à devenir de plus en plus incontournables, on va dire, et qui, à mon sens, rajoutent une pression supplémentaire pour une jeune femme qui est au début de sa vie sexuelle. C'est-à-dire, avant, il y avait déjà cette angoisse de la perte de la virginité. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous hante dès le début de la puberté. On se dit, oh là là, mon Dieu, comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce qu'il faut que je le fasse avec le bon? Là, maintenant, s'ajoutent en plus toutes les obligations du genre, comment est-ce qu'on sait faire une bonne fellation? Est-ce que la sodomie, c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut que je m'épile? Est-ce qu'il faut que je sois présentable et propre pour mon partenaire, c'est-à-dire complètement imberbe? Il y a tout un tas de choses qui se sont ajoutées, je trouve, aux angoisses qu'on avait déjà avant et qui étaient juste normales, qui étaient juste naturelles. Et là, ce qui m'avait frappé au moment de réaliser À quoi rêvent les jeunes filles, c'était le besoin d'être dans la constante représentation. Rappelez-nous quel était le travail de À quoi rêvent les jeunes filles. À quoi rêvent les jeunes filles, c'était un documentaire qui avait été diffusé sur Infrarouge, sur France 2, et qui portait sur le rapport au corps chez les natifs numériques. Concrètement, est-ce qu'Internet a changé quelque chose dans notre rapport au corps? Donc se poser la question de l'influence d'Internet, des blogs, des jeux vidéo, de la pornographie disponible sur les tubes, etc., etc. Et moi, je trouve que ce qui était flagrant pour moi, c'était que les jeunes femmes que j'interviewais étaient dans la représentation, y compris pendant que je travaillais sur l'enquête avant de tourner le film. C'était la question de la représentation. Il fallait devenir une bonne amante avant toute chose. Vous voyez qu'il y a cette question de la performance. Non, si, bien sûr. Et elle ne se posait pas la question de qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, comment est-ce que je fais pour me procurer du plaisir. C'était plutôt qu'est-ce que je dois faire pour garder l'autre et pour satisfaire l'autre ou pour avoir l'image d'une nana bonne, quoi. Voilà, c'était ça qui revenait. Et ça, j'avais trouvé ça triste. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'aujourd'hui on fasse plus de fellation qu'avant. Je veux dire, absolument, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'elles le font parce qu'elles en ont vraiment envie ou est-ce qu'elles le font parce qu'elles se sentent contraintes de le faire. Et là, on entendait les jeunes gens qui disaient « Ah non, moi, je suis pas influencée par le porno et tout. » Mais en fait, quand on commence à creuser, quand on écoute finalement la question de l'épilation, genre de choses, on se rend compte que si, bien sûr que ça nous influence. Même nous, adultes, ça nous influence. Alors évidemment que quand on est ado, ça nous influence. Toute dernière question, car il ne nous reste que 30 secondes. Bon, il y a eu le porno bas de gamme, violent, on l'a dit, on l'a dénoncé. Y a-t-il un autre porno, un bon porno, un porno qu'on pourrait taxer d'éthique, alors que ça passe par le port du préservatif notamment, c'est déjà c'est un pas vers l'éthique. Mais au-delà, est-ce qu'il y a un bon porno aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on peut parler de bon porno et de mauvais porno. En tout cas, en même temps que se développe une pornographie de plus en plus violente, se développe également une pornographie éthique, une pornographie queer, une pornographie féministe. On voit apparaître de plus en plus de pornographie alternative. On voit aussi que le porno revient en salle. On voit beaucoup, même si ça sort hors billetterie CNC, on voit qu'il y a de plus en plus de festivals qui organisent quelques projections de films mix comme ça en France, en Allemagne, aux États-Unis aussi. Donc on voit qu'il y a une volonté de revaloriser finalement ce genre-là et d'en refaire quelque chose de, je dirais pas noble, mais au moins de sympathique. Très bien, merci infiniment. On lui dit merci pour vos éclairages et votre témoignage. Au revoir.